Bonjour à toutes et à tous. Donc, l'idée d'aujourd'hui, donc avec Véronique, c'était de vous présenter un travail qu'on a mené il y a quelques années, qu'on continue aujourd'hui sur ce qu'on appelle un peu la connaissance naturaliste. Alors, la connaissance naturaliste, on va voir un peu, on peut l'explorer de différentes manières, mais nous, on s'est interrogé finalement. On parle beaucoup de biodiversité actuellement. Il faut savoir qu'il y a vraiment des raisons, on va dire, sur la crise écologique, sur l'érosion de la biodiversité qui a vraiment des préoccupations très importantes d'un point de vue environnementaux et puis d'un point de vue biophysique. Mais face à cela, finalement, il y a également des politiques publiques qui essaient de contrecarrer ces effets, ces évolutions, à travers des outils réglementaires, des politiques publiques, que ce soit des schémas de planification territoriale, différents éléments. Il faut savoir en fait qu'aujourd'hui, sur ces questions de biodiversité, les données des naturalistes amateurs, donc c'est-à-dire c'est vous, c'est moi, c'est des citoyens qui, à travers une petite application, vont saisir des informations sur j'ai vu un rouge-gorge dans mon jardin un mardi matin, j'ai vu un héron, etc. Et tous ces éléments-là, ils étaient conservés dans ces associations naturalistes. Nous, on a beaucoup travaillé avec Véronique avec la LPO, donc la Ligue de protection des oiseaux. Et ces mondes amateurs, naturalistes, finalement, ils stockent énormément de données, de connaissances, mais qui ne sont pas toujours partagées ou données à voir pour finalement essayer de rentrer dans les politiques publiques, pour essayer de faire évoluer les pratiques et l'organisation de la société. Alors, je pense que le PowerPoint va bientôt arriver. Ou pas. Sébastien, je pense qu'il faudrait que tu arrêtes ton Ouais. partage d'écran pour que Véronique puisse peut-être Ça se va connecter. l'éjecter, je pense. Ouais, c'est bon, ça marche. Et pour mettre en plein écran un PDF, je sais jamais. On va y arriver comme ça marche quand même. Comme ça va? F5 autrement, c'est pas un truc comme ça. En bas à droite, il y a un 2.1. Vous cliquez dessus et vous allez dans plein écran. Alors, En bas à droite. ouais, on va y arriver Je comme sais ça. pas, ça va comme ça? Oui, ça Donc, va encore. ouais. Merci. Donc voilà un petit peu l'introduction que je viens de donner, c'est que voilà, il y a des préoccupations sociales et politiques sur la biodiversité. Ça questionne effectivement l'organisation spatiale des paysages, l'habitat, l'hétérogénéité avec l'évolution là de différents éléments. Et puis donc j'ai parlé des mondes amateurs qui se structurent, les associations, la LPO, le Muséum d'histoire naturelle aussi, qui a des dispositifs de collecte des informations des naturalistes amateurs. Et ça répond aussi au fait que les protocoles scientifiques, il faut bien imaginer, pour mesurer la biodiversité, donc là on va surtout parler des oiseaux aujourd'hui, c'est assez compliqué pour une équipe d'aller mesurer finalement la biodiversité en tout point d'espace et tout le temps. C'est-à-dire que souvent les protocoles scientifiques, quand on lit une publication scientifique en écologie ou en biologie, bah, ça va être des protocoles répétés, standardisés, mais qui sont affiliés à certains lieux et dans lesquels on va répéter beaucoup de mesures, mais finalement on va pouvoir le répéter de manière très fréquente sur un certain nombre de lieux, mais pas partout. Et l'intérêt des mondes amateurs, c'est que eux, à l'inverse, ils vont peut-être pas répéter partout des observations, des collectes de données, mais ils vont être un peu présents partout. Et donc, ça va donner un nouveau regard ou d'autres manières d'envisager la compréhension de la structuration de la biodiversité. Et dans le cadre d'un projet du coup qu'on a mené avec Véronique, voilà, on s'est interrogé, c'est la question qu'on a mis ensemble, c'est alors attends juste la diapo d'avant, c'est comment ces données amateurs elles peuvent renouveler finalement cette compréhension des choses. Et on a mis deux petites hypothèses, mais qui montraient aussi le caractère interdisciplinaire de ce travail-là. C'est que très souvent, les biologistes, les écologues qui travaillent là-dessus, ils sont très intéressés et attachés à la robustesse des tests statistiques et du coup à la quantité de données. Mais dans notre cas, il s'avérait qu'on pouvait aussi explorer l'idée que peut-être qu'il y avait la quantité des données, mais aussi à qui est-ce qui observait. Ça pouvait être aussi un facteur finalement de représentativité et puis d'un peu de fiabilité de la biodiversité. Autrement dit, l'hétérogénéité de recueil des données, c'est pas qu'un biais, c'est aussi peut-être un reflet des biodiversités avec un S, c'est-à-dire des pratiques sociales aussi qui ont lieu sur différents milieux. Donc, pour la présentation, donc je le fais avec Véronique, on s'est entendu avant, je prends un petit peu la main, mais voilà, Véronique interviendra au fur et à mesure également, puis sur les questions. Donc, l'étude, pour la présenter, comment on s'est organisé, c'était un travail interdisciplinaire entre les deux UMR, Espace et Société, puis BAGAP, Biodiversité, Agroécologie et Aménagement du paysage, et puis un travail mené conjointement avec la LPO des Pays de la Loire. Alors, ce qui nous semblait intéressant de partager dans le café là, des sciences,
c'est de dire d'où venait un peu aussi cette collaboration, c'est qu'elle est en grande partie liée à des échanges pédagogiques. Depuis 10 ans, voilà, on fait notamment les cours SIG tous les deux pour les L3 à Angers. Alors, dans les éléments de cette présentation, ce que l'on a mis un petit peu sur le petit triangle que vous avez en bas à droite, c'est que finalement, dans ces bases de données, dans cette collecte de données, des éléments sur la biodiversité et sur les oiseaux, la plupart des études, elles se concentrent sur la flèche noire, c'est-à-dire le lien entre les observations, quels oiseaux, voilà, combien il y en a d'oiseaux qui sont collectés, etc., et quel type d'espèce c'est. Mais finalement, on s'interroge très peu dans les études sur la biodiversité sur qui fournit ces données-là. Et donc, nous, c'est un petit peu ça qu'on va essayer de vous présenter, c'est comment, par une approche un peu exploratoire des données spatiales, on peut essayer de comprendre finalement les relations entre observateurs et observation, et ces oiseaux. Donc, c'est un peu voilà, l'idée de mêler sciences environnementales et puis sciences humaines et sociales. Alors, on a mis cette capture d'écran du BioBlitz qui avait eu lieu en mai à Rennes pour illustrer un peu, mais qu'est-ce que c'est comme type de protocole quand on parle de données amateurs, qui fournit des données? Eh ben, le BioBlitz à Rennes, c'est un des exemples qui va fournir des données naturalistes amateurs, c'est-à-dire il s'agit sur 2 jours, là notamment, c'était donc sur le campus, des étudiants, probablement des collègues, etc., qui ont pu saisir quel type d'espèces ils pouvaient voir d'un point de vue floristique ou faunistique. Et une fois que ces collectes de données sont faites, ça alimente des bases de données qu'on est en mesure de pouvoir acquérir et discuter. Alors, il n'y a pas l'animation comme on est passé en PDF avec notre changement, mais ce n'est pas grave. Derrière cette diapo, etc., cet exemple-là, c'était pour vous montrer que finalement, ce programme de recherche, il associait des naturalistes, l'association LPO, avec nous, les enseignants-chercheurs, que chacun un peu a ses questions. C'est-à-dire que les naturalistes, c'était vraiment sur la question de la connaissance des milieux naturalistes, des oiseaux. Et puis nous, notre problématique, un peu plus en recherche, c'était vraiment d'essayer de comprendre comment ces bases de données naturalistes, elles pouvaient améliorer notre connaissance des milieux, d'évolution des paysages et l'accompagnement des politiques publiques. Et pour ça, on s'est beaucoup appuyé sur les données. Et ces données-là, elles ont nécessité beaucoup de travail en amont parce que tout est organisé par les naturalistes, c'est-à-dire une ligne, un oiseau. Et nous, on a cherché derrière, en fait, à géolocaliser chacune des observations, ce qui était en partie fait, mais surtout à essayer d'aller voir derrière chaque donnée qui est-ce qui déposait la donnée. Et on a essayé de faire du profilage un peu, on va dire ça comme ça, des groupes de naturalistes qui pouvaient observer finalement ces territoires. Alors ça, c'est une petite des illustrations un peu qui montrent comment, y compris dans les manuels d'ornithologie, etc., il y a plein de manières d'être naturaliste. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont, comme le met la petite illustration à gauche, perchés sur leur bouquin, etc. D'autres qui vont parcourir plein de kilomètres à vélo ou en voiture pour aller chercher des données. D'autres qui vont chercher à droite, par exemple, à aller voir un oiseau très rare. Et ça fait qu'il y a des pratiques sociales pour observer la biodiversité qui sont très hétérogènes et très variées. Et nous, on a essayé à travers ces données, dans un premier temps, d'essayer de voir un petit peu quels étaient les types de pratiques d'observation voilà, qui étaient possibles. Alors pour la présentation, là, on prend un exemple, qui est la base de données sur l'aire urbaine de Nantes. C'est une extraction d'une partie de ces bases de données. Et vous voyez un peu, c'est sur 10 ans, il y a 650 000 observations, c'est des points, c'est 10 800 ornithologues. Et puis, on voit avec la petite courbe en bas à gauche, là que vous avez, de 2010 à 2020, comment il y a un effet saisonnier, des vagues. Les gens observent surtout au printemps, pendant la nidification. L'hiver, ils restent un peu au chaud chez eux, plutôt, a priori. Donc ça, c'est un premier phénomène, la saisonnalité. Et puis l'autre chose, c'est que vous voyez que petit à petit, malgré tout, ces vagues elles prennent de plus en plus d'ampleur. Ça montre qu'il y a quand même de plus en plus de monde qui participe à ces protocoles-là. Ouais. Alors nous, ce qu'on a fait justement, c'est d'essayer de comprendre, si on regarde juste les données d'un point de vue global, voilà, on a dit un peu ce qu'on a vu, mais on a essayé de voir finalement, est-ce qu'il n'y a pas une évolution de ces pratiques? Est-ce que c'est juste une augmentation des personnes qui augmentent ou est-ce qu'il n'y a pas une nature d'observation qui est en train de changer également pour essayer de comprendre la qualité de ces bases de données et puis les évolutions de ces pratiques naturalistes. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé en fait pour chaque observateur, on a essayé de voir est-ce qu'il contribuait chaque année à beaucoup d'observations, est-ce qu'il dépose que 2 ou 3 données, est-ce qu'il en dépose 5000 par an, etc. Donc c'est ce que vous avez avec les petites couleurs du graphique, Q1, Q2, Q3, Q4, c'est-à-dire il y a des contributions des contributeurs qui sont occasionnels, d'autres qui sont faibles et puis d'autres qui sont très forts, c'est ce qu'on appelle les experts.
Et ce qu'on voit à travers ce premier graphique en haut, c'est qu'il y a un nombre d'observateurs qui est, comme on pouvait l'imaginer, est en train d'évoluer et d'augmenter, surtout en 2019-2020, et également qu'il y a une diversité d'observateurs qui est beaucoup plus importante. Donc là, le graphique peine un peu à le montrer, mais en 2011, si vous voulez, vous avez surtout une surreprésentation des experts qui est très très forte, alors qu'en 2020, il y a une part de contributeurs occasionnels, un peu promeneurs du dimanche, qui vont participer à l'évolution de ces données-là. Autrement dit, il y a un regard et une construction de ces données naturalistes qui est en train d'évoluer parce que les personnes qui sont à la base de ces bases de données sont en train de changer. Et dans le monde associatif, c'est une grande préoccupation, notamment pour la LPO, qui passe d'une association qui était vraiment avec des aficionados, des gens très très pointus sur leur domaine, et puis qui commence à accueillir de plus en plus d'amateurs qui ont envie de connaître la biodiversité, de qualifier les oiseaux, mais qui ne savent pas forcément bien le faire. Et puis, ça donne ce type de carte-là. Donc là, vous avez l'aire urbaine de Nantes, où vous avez, en fait, plus les points sont gros, plus il y a eu d'oiseaux d'observer, en fait, sur les différentes années. Hein, donc, ça montre vraiment cette quantité d'oiseaux, notamment, alors c'est qu'on a mis dans le titre, hein, les vallées urbaines et les marais sont très, très échantillonnés par ces données amateurs. Il y a des rencontres le samedi matin, il y a des sorties avec la LPO, etc. Donc, c'est ça qui participe à un effort d'échantillonnage et une surconnaissance, finalement, de ces territoires-là. Puis d'autres endroits, vous voyez, il n'y a quasiment pas de points. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui se déplace, qui dépose des données. Donc, ça veut dire qu'il y a des endroits dans cette aire urbaine qui sont finalement très peu connus de cette connaissance naturaliste, mais aussi, on va dire, de la connaissance scientifique, parce que c'est des endroits, on va dire, souvent délaissés. Donc ça, c'est la quantité. Donc on voit qu'il y a vraiment une très forte hétérogénéité. Et puis l'autre chose, c'est qu'on voit dans la qualité des observations, c'est que plus vous allez vers le vert, plus il y a une qualité d'expertise qui est importante, si vous voulez. Et on voit qu'il y a des endroits vraiment qui sont lus avec beaucoup, beaucoup d'experts. Et puis vous avez d'autres endroits où c'est des points rouges qui sont importants. Donc là, ça veut dire que finalement, c'est beaucoup de contributeurs amateurs ou qui débutent qui sont en train d'observer. Donc on peut s'interroger sur finalement la fiabilité ou le degré de connaissance vraiment naturaliste de ces espaces. Donc ça, on l'a fait, voilà, ça donne aussi ce type de carte-là où on essaie de comprendre finalement comment les territoires ils sont observés et comment ces bases de données peuvent nous permettre un petit peu de les comprendre. Donc là, vous avez avec les petites flèches la carte qu'on vous propose un peu en 3D. Il y a des espaces très observés par des experts, des espaces qui sont observés par des types d'observateurs très très variés, notamment le lac de Grandlieu, c'est beaucoup plus diversifié qu'on aurait pu l'attendre au départ, et puis des espaces peu observés. Non, c'est bon. On peut aussi voir les milieux finalement, ceux qui sont traditionnellement parcourus et puis ceux qui, depuis très longtemps, donc notamment tout le nord de Nantes, avec la vallée de l'Erdre, etc., c'est observé depuis très très longtemps sur la base de données, hein, le recul de la base de données. Et puis d'autres endroits, en fait, sont observés depuis beaucoup plus récemment. Donc ça veut dire qu'il y a eu peut-être d'arrivée de nouvelles personnes ou alors des nouvelles dynamiques écologiques. Donc ça, c'est des choses qu'on peut questionner suite à ces traitements. Et puis là, on vous a proposé une carte, notamment sur le lien avec les politiques publiques. C'est que donc les INIEF, les zonages naturalistes pour la qualité un peu écologique, faunistique et floristique, eh ben, on voit que les amateurs naturalistes se déplacent beaucoup en fait sur ces zonages d'intérêt qui sont qualifiés par les politiques publiques. Mais on s'aperçoit, c'est notamment le cas de la petite Croix-Rouge, qu'il y a quand même des endroits où les milieux sont qualifiés de bonne qualité écologique, etc., mais ils sont totalement sous-investis. Alors, ces milieux-là, donc là, on a fait un petit zoom avec une carte à un 25 millième, et ben, ça montre qu'il y a des espaces qui sont désertés par les observateurs, et ça intéressait beaucoup à la fois nos collègues écologues dans le projet, mais également la LPO, parce que les zones qui sont délaissées, c'est en grande partie, on va dire, des zones agricoles assez classiques. Donc là, c'était notamment du bocage avec un peu polyculture élevage. Et en fait, ces endroits-là sont complètement délaissés de la connaissance naturaliste, donc ce qui est un peu des trous dans la raquette, on pourrait dire ça comme ça. Mais s'il n'y avait pas d'enjeu, on pourrait se dire, bon, peut-être que c'est normal, mais ce n'est pas du tout le cas parce que les protocoles scientifiques, notamment du Muséum d'histoire naturelle, tendent à montrer qu'il y a un grand souci en fait, d'érosion de la biodiversité dans ces territoires agricoles et notamment pour ce qu'ils appellent les espaces, les oiseaux communs des champs. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une crise de la biodiversité encore plus importante dans ces endroits-là, mais les protocoles scientifiques ne les ont pas beaucoup mesurés et on voit que la méthode, l'échantillonnage amateur, ne nous permet pas finalement d'avoir plus de données telles qu'on aurait pu l'espérer au départ de ce projet.
Donc voilà, ça c'était un petit zoom un peu photographie aérienne et puis le type un peu de paysage qu'on avait pu prendre pour vous rendre compte un petit peu de ces espaces délaissés. Je te Tu veux que laisse je la parole. présente Ouais. celle-ci? Ouais. Du coup, ce qu'a présenté Sébastien, c'était une première étude un peu exploratoire sur Nantes. Et à la suite de cette exploration, on s'est dit que ce serait bien d'aller un peu plus loin et d'observer l'ensemble de la base de données de la LPO des Pays de la Loire. Donc, en gros, on a monté un petit projet avec le recrutement d'un étudiant en postdoc, donc Adrien Guettet, donc, qui a mis au point un protocole pour confronter en fait ces observations d'oiseaux, la qualification des différents observateurs, un peu comme l'a présenté Sébastien avec le Q1, Q2, Q3, Q4, mais aller un petit peu plus loin dans la qualification des observateurs, et puis confronter ça avec des données spatiales, avec un travail sur un indicateur de naturalité pour essayer de trouver un indicateur qui permette de retranscrire en fait différents paramètres qui composent cette naturalité avec la fréquentation, voilà, les activités humaines diverses et variées sur le territoire. Donc en gros, il y a eu plusieurs étapes dans le travail pour arriver à regrouper en fait ces différentes facettes du travail entre les observateurs, les observations et puis le côté spatial, euh, qui est présenté, enfin les différentes étapes qui sont présentées à gauche. Et puis à droite, du coup, le graphique montre en fait un des résultats. En fait, avec les différents profils d'observateurs qu'on a pu construire à partir de différents paramètres, donc c'était à la fois sur leur fréquence d'observation, depuis quand ils observent, leur pratique spatiale, le type d'oiseaux qu'ils ont observé, est-ce que c'est que des oiseaux rares, comme montraient les trois figures de Sébastien tout à l'heure, ou est-ce que c'était plutôt des oiseaux communs? Et puis après, donc ça, tout ce travail de classification en fait des observateurs avec ces variables diverses nous a permis de qualifier un peu les groupes d'observateurs. Donc il y a un groupe d'observateurs, le premier, donc qu'on a appelé les observateurs des jardins. Donc ça, c'est un peu parce qu'il y a un protocole oiseaux des jardins qui avait été mis en place et c'est plutôt ces observateurs-là qu'on retrouve dans le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est plutôt les débutants, donc ceux qui voilà, n'y connaissent pas grand-chose en oiseaux et qui vont observer un peu tout, n'importe quoi. Les naturalistes, qui là sont à la recherche voilà, d'oiseaux à cocher voilà, pour rechercher les espèces plutôt rares. Et puis les experts qui là, eux, font un quadrillage plus régulier, plus fréquents et vont échantillonner un peu voilà, de manière plus systématique. Et donc, ce qui nous intéressait de vous montrer sur ce graphique, c'est la mise en relation avec l'indice de naturalité pour montrer qu'en moyenne, tous les groupes d'observateurs vont observer en majorité dans des zones moyennement naturelles, on pourrait dire, ou sous peu de pression anthropique, mais moyenne. Mais qu'en fait, si on regarde en dessous de la moyenne, on retrouve les groupes des observateurs des jardins et les débutants qui vont plus observer dans les zones où il y a moins de naturalité, donc dans les jardins, dans les villes, au bord des routes, dans les zones assez fréquentées. Et puis au-dessus de la moyenne, on voit que les naturalistes vont essayer de rechercher les zones les plus naturelles, donc que Sébastien a cité autour de Nantes tout à l'heure, et avec encore plus d'effets pour les experts qui, eux, vont aller vraiment observer avec des protocoles dans ces zones les plus naturelles avec des suivis plus réguliers. Voilà. Donc, on montre bien qu'en fonction du profil d'observateur et de la collecte de la donnée naturaliste, du coup, on ne va pas avoir les mêmes structures spatiales en fait, des observations, ni les mêmes tendances. Et du coup, si on veut boucher les trous par les experts, il va falloir faire gaffe à aller là où personne ne va et voilà, pour bien compléter tous les espaces. Ça va pour ça? Ouais. Euh, Tu veux que je continue? Ouais, Ok, vas-y. ça va, monsieur. Donc voilà, pour ce travail, qui est un projet voilà, sur lequel on travaille depuis un petit moment. Ce qu'on peut partager avec vous, peut-être ce qu'on a nous appris en faisant ça, c'est que on a vu les forts changements en fait du monde naturaliste avec l'évolution des groupes d'observateurs, etc. Donc
Ça fait écho, je trouve aussi, avec quand on parle avec nos étudiants, on parle beaucoup des transitions, des mots-clés, etc. Bah, dans les mondes amateurs, dans lequel parfois certains de nos étudiants aussi, ils en font partie, hein, c'est en train de vraiment évoluer. Et pour les associations, il y a une vraie question finalement, puisque ces protocoles, ils sont utilisés pour les études d'impact, hein, de la LPO, etc. Eux, ils tirent un peu vers la professionnalisation de certains de leurs adhérents, etc., pour les mettre sur des protocoles de plus en plus standardisés. Mais on voit qu'il y a une forme d'ouverture et une démocratisation des observateurs. Donc ça, c'est un vrai enjeu pour les associations, mais aussi pour voir comment ces associations peuvent contribuer à l'évolution des politiques publiques. Ce qu'on a pu essayer de montrer également, c'est la forte hétérogénéité spatiale et temporelle des observations d'oiseaux. Voilà, il y a vraiment des lieux qui sont hyper fréquentés, d'autres qui sont très délaissés. On s'y attendait au départ, faut dire ce qui est, mais c'est encore plus fort que ce qu'on ne pensait. Donc ça montre, voilà, on travaille beaucoup sur les formations en paysage à Angers, l'importance aussi de la richesse des milieux, etc. Comment c'est perçu finalement à travers des filtres avec des valeurs, des représentations sociales sur ce qui est riche, ce qui n'est pas riche, et qui se traduit finalement dans les données qu'on observe avec les endroits qui sont très observés et d'autres qui ne le sont pas. Euh, un autre point qu'on voulait aborder, c'est les limites entre des relations entre associations et recherche. Alors limite, c'est pas du tout au sens c'est dommage, etc. Bon, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui nous a beaucoup plu et qui nous plaît beaucoup. Mais ce qui est compliqué, c'est que sur ces sciences dites participatives, c'est pas évident toujours de faire des allers-retours entre associations et recherche. On est souvent sur des projets un peu contractuels. Là, on avait eu un postdoc qui nous a accompagnés pendant un an. De faire des retours en association, on peut le faire de temps en temps, mais des fois, ils attendraient quelque chose qui soit sur du plus long terme. Alors, pourquoi pas nous non plus, mais voilà, c'est pas toujours évident de garder un lien euh, aussi fort qu'on ne pourrait l'espérer. Et puis, ce qu'on se disait aussi, c'est qu'il y a quand même des partenariats privilégiés dans ces sciences participatives. Donc, le Muséum d'histoire naturelle, il est très, très porteur de tous les protocoles. Voilà. Et en fait, il y a plein de protocoles différents qui existent avec chacun leurs objectifs, soit d'acquisition de données, soit plutôt de vulgarisation, en fait, des problématiques de biodiversité. Donc, en fait, tout mettre dans le même panier, c'est pas évident pour nous en tant que chercheurs qui n'avons pas monté les programmes en tout cas. Donc, dans les perspectives qu'on a mis, voilà, sur lesquelles on continue un petit peu, bah, c'est de croiser les analyses qu'on a commencé à faire sur les analyses observateurs, avec des analyses des types de paysages, ceux qui sont parcourus par parcourus. Donc, ça a été commencé avec les gradients de naturalité. Le collègue postdoc qui était avec nous, il a notamment fait avec l'IUCN une cartographie du gradient de naturalité à l'échelle nationale. Donc voilà, ça a poursuivi en fait finalement ce petit projet. L'idée aussi de cartographier un indicateur de connaissance naturaliste, voilà, sur l'idée vraiment que on pourrait faire des indices de confiance de cette connaissance biodiversité, pas seulement basés sur le quantitatif, c'est-à-dire le nombre de données, mais également finalement sur les profils et les groupes sociaux qui vont observer. Et puis peut-être d'aller sur l'appréhender les changements de profil d'observateurs depuis 2019-2020. Le Covid fait que ça a eu quand même des changements très très importants. En tout cas, c'est la LPO qui nous donne ça, donc peut-être qu'il y aura aussi des suites à donner à ça. Oui, et puis il y a pas mal de publis en fait qui sont sortis depuis le 2020 sur l'évolution des pratiques naturalistes aussi, qui nous confortent là-dedans. Donc voilà pour nous. Si vous avez des questions, nous sommes à votre écoute. Alors, il y a le chat, peut-être. Mais c'est Hervé qui va nous faire un résumé. Oui, alors donc vous les voyez comme ça les questions. Je ne sais pas si ça a beaucoup d'intérêt que je les reformule. On les prend dans l'ordre. Donc une première question qui porte sur la méthode et sur la façon dont les critères et les variables vous ont permis de définir a priori. Alors est-ce que c'est vraiment ça, a priori? Les profils des observateurs. Donc, avez-vous envisagé d'utiliser des méthodes de clustering? Et même question à propos des espaces. Est-ce que des groupes se dégagent par-delà les approches par critères individuels? Voilà, ouais. Alors, je sais pas. Ouais, Julie, donc oui, c'est un peu ce qu'on a fait. On n'a pas présenté toutes les méthodes, stats, etc. L'idée, quand on avait discuté, notamment avec Dominique, nous dire, c'était un peu de faire une présentation un petit peu pour tout le monde. Donc, effectivement, on a utilisé du clustering avec des analyses factorielles, du groupement, etc. Donc ça, oui, c'est ce qu'on a fait pour dégager les groupes.
notamment pour la deuxième partie sur l'échelle des Pays de la Loire, là, Ouais. où pour les jardiniers, etc., c'est des groupes. Mais en fait, au départ, ils ont été faits sur la base de variables retenues qu'on avait discutées avec les gens de la LPO, c'est-à-dire est-ce que c'est des gens qui vont loin, pas loin, est-ce qu'ils observent surtout le week-end ou surtout la semaine. En fait, on avait fait des critères à partir du dépôt de données qui nous ont permis un peu de catégoriser les pratiques. Donc ça, c'est fait. Je vais enchaîner avec la question de Philippe derrière. On l'a fait à ce stade-là, vraiment sur des critères assez quantitatifs qui essayaient de recouper des observations qualitatives des collègues avec qui on travaillait la LPO. Mais on n'a pas été plus loin sur la définition, on va dire, de groupes sociaux, sur effectivement l'engagement, etc. Ça, on n'a pas été sur des critères qui seraient pourtant hyper importants. Et voilà, je pense on partagera ce point de vue, mais à ce stade-là, on n'a pas pu aller là-dessus encore. Parce que ça nécessiterait en fait d'aller faire du sondage, du questionnaire, et avec notamment le RGPD, il y a une coupure entre le répertoire des adhérents et les données déposées pour pas qu'on puisse faire le lien en fait. C'est une question d'anonymat et de confidentialité, voilà. Sur des aspects plus stratégiques, disons, et institutionnels, Dominique vous demande si une stratégie de convention ne serait pas intéressante à établir avec les associations avec lesquelles vous travaillez. Ouais. Avec la LPO, on avait établi une convention. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont des besoins de temps en temps, et nous aussi, on peut pas travailler pendant 10 ans sur. Enfin, voilà, il y aurait peut-être plein de questions à trouver, mais on a d'autres centres d'intérêt pour la recherche. Là, c'était un peu l'occasion. Mm. Euh, Sachant qu'on a fait comme une voilà. convention sur le partage des données, justement, on a parlé du RGPD, etc. Donc ça, on a été obligé d'avoir une convention sur la gestion des données simplement. Euh, voilà. Après, comme le dit, ouais, c'est la question des agendas. En fait, leurs agendas, ils sont comme ça, les nôtres comme ça. Donc il y a une bonne volonté, je pense, des deux côtés, mais on se retrouve pas toujours dans les mêmes timings, quoi. Alors Une après, je question vois la question. plus conceptuelle, donc les notions de naturalité et de science participative, est-ce que vous pouvez préciser un peu les termes? Euh, vas-y. Alors, sciences participatives, déjà, on l'a mis au sens très large. C'est les sciences qui font appel à des non-scientifiques, on pourrait dire. Et enfin, il y a plein de termes, en fait. Il y a, enfin, voilà, Mm. collaborative, protocolée, participative. Voilà, on n'est pas rentré dans les détails. Donc, nous, en fait, là, en plus, le travail, on l'a fait sur une grosse base de données de la LPO qui regroupe plein de protocoles différents qu'on pourrait qualifier de façon différente. Enfin, Mm. voilà, il y a observatoire des oiseaux des jardins mêlé avec des protocoles. euh, donc, c'est pour ça qu'on n'est pas rentré trop dans le Mm. détail de Mm. sciences participatives. Mais voilà. Ouais. Et puis, naturalité, en fait, c'est naturalité au sens qui est retenu par l'UICN, Mm. peut-être avec différentes composantes pour la naturalité. Du coup, je vais mal les citer. Il y a la distance, Ouais, l'habitat le plus proche. ouais, l'habitat le plus proche, la distance aux routes. Il y a les aspects de fréquentation. On prend en compte différents types d'occupation du sol, on pourrait dire, qui sont qualifiés de plus ou moins naturels. Mais c'est discutable et c'est pour ça Mm. que nous, on appelait plutôt ça gradient d'anthropisation. Et Adrien avait tendance à plus appeler ça indice de naturalité. Et du coup, c'est ce qu'on a gardé comme terme dans l'article qu'on a coécrit. Mm. Mais sachant que ça pose question, hein. Mm. Voilà. Mais toutes ces questions de définition, ça fait partie un peu, je pense, des projets voilà, comme ça, entre différentes équipes de recherche, différentes disciplines. Voilà, là, on n'a pas le temps, si peu de temps d'en discuter, mais il y a effectivement beaucoup de choses où on s'accorde sur finalement des prismes, mais après, si on va dans les nuances, etc., comment faire des groupes sociaux, comment parler de naturalité, on s'est rendu compte, et c'est l'intérêt, je pense, de ces trucs-là, Mm. qu'on n'est pas tout à fait toujours sur le même, comment, le Vocabulaire. même vocabulaire, ouais. Valérie pointe deux effets de corrélation possibles dans vos résultats. Ouais. Je vous laisse lire les deux premières questions. Ouais, ça on l'a vu, ouais. Oui, ce qu'il l'a mis, Valérie, oui, effectivement, ça on le sait, on l'a vu, on l'a observé. Les corrélations entre stock et nombre d'observations. Donc c'est qu'il y a des protocoles spécifiques dans ces bases de données-là qui font qu'il y a des endroits. Donc ça joue.
Mais finalement, les données stock pour lui répondre, qui sont des données standardisées, qui ont lieu une fois, 2 fois par an maintenant, je crois, c'est très peu de données par rapport au nombre de données globales. Donc, oui, il y a corrélation, mais finalement, en termes spatial, ça représente pas. Il y a des corrélations que sur certains endroits qui sont pas très très nombreux finalement. Et Et y puis, il a-t-il fait aussi... référence à un ouvrage. Est-ce que Ouais, ça vous a inspiré, Non. Philippe Dubois, on disait que c'est pas un métier. Alors, les aspects qualitatifs des données, beaucoup de données fausses d'un même observateur, ça, on n'en est pas encore là. Mais effectivement, il faudrait peut-être les évaluer. Mais on va dire, dans ce travail-là, ce qui était un peu, il me semble, dans les éléments un peu novateurs quand même, c'est que par rapport aux choses qui sont faites dans ces champs-là, c'était la catégorisation, imparfaite, mais quand même, des individus et des observateurs, en fait, qui a changé un peu la manière un peu d'envisager ces éléments. Parce que c'était souvent discuté dans ces milieux-là, mais ça n'avait jamais été vraiment fait. Et donc là, nous, c'était, je pense, un des intérêts de notre travail, c'est d'aller jusqu'au bout de cette catégorisation et de montrer pas forcément des biais, mais que des groupes avec des pratiques différentes font qu'on observe des lieux différents, on observe d'autres types d'oiseaux, et que plutôt que de faire des amalgames ou finalement d'enlever ceux qui seraient amateurs, etc., bah, en faisant des profils, peut-être qu'on peut finalement comprendre différentes manières d'envisager la biodiversité et puis aussi les manières d'être vis-à-vis de la nature, quoi. Et donc, Loïs Morel vous pose plusieurs questions. Donc, il y en a une qui porte sur les données stock. Vous avez, je pense, Ouais. déjà répondu à ça. La deuxième, c'était à propos notamment du site Notre-Dame-des-Landes. Et moi, je voulais aussi vous poser une question par rapport à ça, donc j'en profite. C'était l'effet éventuel des projets d'aménagement. Enfin, est-ce qu'on se mobilise plus en tant qu'observateur et voilà, d'une association naturaliste lorsqu'il y a un projet d'aménagement? J'imagine que oui. Est-ce que ça joue pas sur les données? L'effet Ouais. contestation, opposition Ouais. à des projets. Bah si, ça joue, mais ça joue dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à la fois, ça joue dans la prospection, la non-prospection, mais il faut aussi savoir que la LPO, du coup, est dans énormément d'études et vient dans les comités. Et c'est avec cette base de données-là qu'ils vont justifier ou pas le fait qu'il y ait des espèces protégées et pas protégées. Donc oui, il y a un jeu important du militantisme de ce type d'association et que ça joue sur les données, bien entendu. Mais plutôt que de le voir comme un biais, bah, justement, je pense que ça fait partie de la dynamique de ces éléments-là. Alors, ça, j'apprendrai personne en disant, bah, moi, plutôt en géographie, bah oui, la biodiversité, c'est une construction sociale, voilà. Donc voilà, c'est ça l'intérêt, je pense, de ce type de données, c'est d'aller voir finalement comment c'est construit, ce que certains verront comme un biais, et je pense que c'est important d'étudier les biais, mais aussi ce que certains verront comme bah, une dynamique logique et associative, voilà, avec un but, des objectifs, des, des contestations en interne, etc. Et Et, effectivement, il y a Loïs qui met le livre de Vanessa Manceron. Voilà, il est sur mon bureau juste à côté. et sur le profil, je rajoute une question à la liste là. Sur le profil des observateurs, vous avez pu, enfin, où j'ai pas vu, défini les profils CSP. Est-ce que vous avez travaillé là-dessus sur les catégories socio-professionnelles des On les a populations? pas au début. Alors en fait, non, dans ce travail-là qu'on a présenté, on ne les a pas. Moi, j'avais fait il y a 7-8 ans un questionnaire auprès de la LPO sur les CSP, etc., qui montrait donc les souvenirs que j'ai, c'était sur la LPO Anjou, c'était surtout donc c'était très masculin. C'était beaucoup de gens de niveau bac+2, bac+3. Je m'attendais à qu'il y ait beaucoup de gens très diplômés, mais ce n'était pas forcément le cas. Et une représentation très importante des jeunes retraités. Donc c'était ça qui était important. Mais là, en fait, dans ce genre de travail-là, il faut bien voir qu'il y a une base de données. Et après, de faire le lien aux individus, qui est-ce que c'est nominativement, d'aller les chercher, etc. Aujourd'hui, c'est très protégé. Et tant mieux. Hein, ça permet de de pas trop aller chercher qui c'est, etc. Mais c'est une des limites, effectivement, de ce genre d'études. Juste pour compléter, peut-être, vous m'entendez? Oui. Oui. Ouais. Pour compléter la question que je posais tout à l'heure là, par rapport à Notre-Dame-des-Landes, moi je trouvais ça très très intéressant. Mais je pense que avec les données que vous avez mobilisées, là, les données de la LPO, vous avez forcément pas tous les naturalistes du territoire. Oui. Et c'est pour ça que je pense à Notre-Dame-des-Landes, il y avait le collectif Les Naturalistes en lutte et il y a Bretagne Vivante.
et je ne suis pas sûr que les données soient en lien. Donc peut-être que des territoires que vous avez identifiés comme délaissés par certains naturalistes type Oui. LPO, en fait, sont très couvertes par d'autres naturalistes. Donc ça ajoute en fait une catégorie socio-professionnelle ou oui, sociologique à celle que vous avez déjà traitée. Ouais, complètement. Bah, ça, c'est vrai. Et je sais que c'est un sujet qui est en train d'être étudié en Normandie parce que la LPO, il y a la LPO, il y a le GON, qui est le groupe ornithologique Ouais. normand. Et il y a des différences de point de vue, justement, sur les stratégies associatives, etc. Et ça fait qu'il y a des géographies des associations et des données qui sont complètement Ouais. différentes. Donc, effectivement, ça, c'est très vrai. Bon, voilà pour la Normandie. C'est vrai aussi sur les couloirs migrateurs dans les Pyrénées, où il y a vraiment des luttes sociales aussi, de façon de voir, etc., de collecte de la donnée qui est très présente et qui joue aussi sur les biais qu'on peut observer. Ça, c'est une évidence. Ouais. J'arrête le partage. Ouais, je sais pas. Bien. Je me rends pas compte de l'heure, etc. Mais Il est il est 14 heures, 58. Ouais. donc on est au bout du temps écoulé. Donc s'il y a une dernière question, on peut éventuellement la prendre. Sinon, ben, nous allons clore ce troisième café des sciences. Ok, bah merci. On espère qu'on a été suffisamment clair. Oui, oui, bah écoute, un grand merci et nous donnons rendez-vous, un grand merci à vous, intervenants et à tout notre public, puisque nous donnons rendez-vous le 9 janvier prochain, 2024, avec une intervention de notre collègue Yannick Lecosler de l'UMR Pégase, où on va passer sur une toute autre thématique liée à l'élevage, l'imagerie 3D, quel intérêt pour la recherche et l'élevage des animaux. Donc, rendez-vous mardi 9 janvier, 13h15. Merci. 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 Bonne fin de journée. Au revoir. Merci aussi. Merci.